Merci, Monsieur le Président. Merci les organisateurs de m'avoir invité à cette journée extraordinaire que je tiens beaucoup. C'est la deuxième fois que je vais présenter cette présentation. Je l'ai présentée à l'AMU. On va la revoir parce que c'est quelque chose c'est un bagage avec lequel les médecins ici vont sortir et dès le lundi, Inch'Allah, ils vont commencer à pratiquer ces techniques sans rien acheter. Donc, la préservation de la fonction éjaculatoire, il faut savoir que c'est un enjeu qui est... Ah oui, ouais, il faut faire. C'est un enjeu qui est crucial parce que là, on est habitué à dire que lorsqu'on est réséqué, on n'aura plus jamais d'éjaculation. C'est un dogme, c'est quelque chose qui est ancré dans la tête et des urologues et des malades. Mais actuellement, les malades, comme on va voir sur les études, ils tiennent à leur éjaculation parce que l'éjaculation fait partie du plaisir ou de l'orgasme. Parce que l'orgasme sec reste généralement moins intéressant pour les malades que le vrai orgasme avec éjaculation, parce que déjà le passage du sperme dans l'urètre, il procure un plaisir. Donc la physiologie de l'éjaculation va nous permettre de comprendre derrière cette physiologie. Donc si on comprend la physiologie, on va commencer à traiter nos malades d'une façon qui va préserver les étapes de cette physiologie. Donc il faut savoir que l'éjaculation passe toujours par une pré-éjaculation, puis l'émission du sperme et enfin l'expulsion de ce sperme. On va voir à quelle étape on agit nous et on arrête cette cascade d'orgasme. Il y a le cycle sexuel comme a été décrit avant. Il y avait l'érection, puis stimulation sympathique. On pensait que c'était les canaux déférents qui procuraient cette émission, puis l'éjaculation. Après, il y avait un deuxième mécanisme de l'éjaculation, puis un troisième, c'était l'érection, émission et création d'une chambre pressurisée. Ce qui reste le détail, le grand détail fait de la présentation en totalité, c'est l'emplacement de cette chambre pressurisée et l'existant. Nous, dans notre cerveau, comme on a appris, c'est entre le verrumontanum et le col de la vessie. C'est faux, c'est pas là. C'est plus bas. Donc, le sphincter interne était obligatoire pour créer cette chambre pressurisée, comme on a tous étudié sur la physiologie et qui existe jusqu'à actuellement. Si vous faites une recherche bibliographique actuellement, il va vous sortir que le sphincter interne, il est obligatoire pour l'éjaculation. Mais ce qui est faux, on va le démontrer, on a tous étudié que le sperme, il passe par plusieurs étapes, c'est-à-dire la partie bulbaire, la partie et la partie. Alors que sur l'examen du sperme lui-même, c'était une homogénéité totale. Il n'y avait pas cette hétérogénéité. L'hétérogénéité n'était que dans les livres. Il n'y avait pas la partie primaire, secondaire, tertiaire. Ça n'a jamais été démontré. Ça a été une idée qui a été héritée et personne n'en a essayé de démontrer la non-véracité de cette théorie. Donc, ce qu'on avait normalement, lorsqu'on éjaculait, selon la loi ancienne, on doit avoir comme ce produit. Un produit primaire, secondaire, tertiaire. Mais tout est mélangé dans le sperme. Donc, la compréhension de cette physiologie va nous aider à élaborer des stratégies chirurgicales. Je vais vous en parler d'une stratégie et de plusieurs autres techniques qui permettent de conserver cette éjaculation. Je crois que votre malade, si vous lui dites que je vais vous préserver votre éjaculation après résection, il va être plus content. Généralement, ça c'est sûr. Donc, je vous ai dit la pré-émission. Il y a libération d'un liquide qui va lubrifier l'urètre et il va diminuer l'acidité du vagin. On va voir, il est libéré par les glandes de Cooper. C'est ce qu'on appelle en arabe le médi. C'est avant l'éjaculation. C'est pas du sperme, c'est un produit de la glande de Cooper. C'est ce qu'on appelle el médi. Donc, avant l'expulsion, il va aider à diminuer l'acidité au niveau de l'urètre où il y a des urines automatiquement qui y restent. Donc, il y a deuxième étape, c'est l'importance des muscles. Les muscles qu'on ignorait leur intérêt et qu'on essayait de les ignorer, comme dans la chirurgie de l'urètre
il faut éviter de les disséquer, éviter de faire, éviter. Mais là, il y a un grand muscle qu'on coupait toujours, alors que c'est lui le responsable de l'éjaculation. Les bulbes caverneux, les ischioïdoculum, ça c'est dans l'expulsion, pas dans l'émission du sperme. Donc il y a le rôle des glandes. Les glandes sont très importantes dans la physiologie de l'éjaculation. On va commencer par le pré-éjaculation, par le biais des fameuses glandes de Cooper ou les glandes bulbo-urétrales qui se situent ici. Je vais essayer... Qu'est-ce qu'elle la souris là? Non. Donc je vais mettre le laser. Donc ils sont situés de part et d'autre de l'urètre membraneux et qui vont sécréter un produit qui est alcalin, qui va aider à diminuer l'acidité au niveau de l'urètre et du vagin pour permettre aux spermatozoïdes de survivre. Et ils sont généralement la première réponse de l'excitation sexuelle. C'est ce qu'on appelle le médible à l'arabie. Donc, il y a des malades qui en sécrètent beaucoup. Il y a des malades qui sécrètent très peu. Ou des barragères, كل شيء غادي يسولك لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصيام. Elle me dit. Donc l'excitation, là, c'est des glandes de Cooper. C'est pas une vraie éjaculation. Donc ensuite va venir l'émission de ce sperme. Tout se passe dans cette face postérieure de l'urètre. La fameuse face postérieure de l'urètre. On a appris, tout le monde ici a appris, il faut aller cureter largement de part et d'autre. C'est ce qu'il faut éviter totalement. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est une zone qui a été démontrée de non-sténose. Ça n'arrête jamais la miction avec la partie. Sur des études urodynamiques, ça a démontré, même s'il y a des lobes qui descendent là-bas, ils ne vont jamais causer une rétention ou une diminution de la pression. Le plus important, c'est le col. C'est l'entonnoir qu'on va créer. C'est le plus important. C'est l'entonnoir qu'on va créer pour aider à la miction. C'est pas en créant une chambre vide qu'on va créer une bonne miction ou un débit qui est plus important. Donc, vous voyez ici que toutes les glandes prostatiques et les canaux éjaculateurs vont s'ouvrir de part et d'autre de ce fameux verumontanum. C'est le petit verumontanum qu'on voyait toujours lorsqu'on était en formation. Vous voyez le verumontanum? Oui. Ok, la caméra. Là, les anciens. Chauffe les verumontanum et c'est fini. Oui. Suffisant, monsieur. Je croyais c'est. Et mes premières réactions que j'ai faites, j'ai rentré, j'ai vu le verumontanum, je suis sorti sur place. Là, je suis sorti, j'ai cru que c'était fini. Donc, les canaux éjaculateurs qu'il faut préserver, on va voir. Vous voyez ici les canaux éjaculateurs, vous voyez ici, il est bien réséqué. Vous voyez ici, en haut, il est bien réséqué au pourtour, donc c'est un canal éjaculateur qui va être sténosé. Sûr. Donc, je vais vous montrer comment. Donc, vous voyez ces deux canaux éjaculateurs qui s'ouvrent de part et d'autre du verumontanum. Et tous les canaux éjaculateurs proviennent de la face postérieure. Donc, préservez la face postérieure, préservez l'éjaculation, pas en préservant cette face postérieure. Donc, je vais passer. Pourtant, il y a des types qui ont parlé depuis 1994 qu'il y a des muscles au niveau de la partie postérieure de la prostate et autour de la prostate qui venaient des trigones et qui descendaient vers le bas. Ils en ont parlé depuis 1994 et qui ont un rôle dans la miction et dans l'éjaculation. Quel reflux? Le reflux vers la vessie? Oui, c'est la partie supérieure du muscle, c'est le trigonalis, on va le voir. Donc, il y a une relation étroite avec ce fameux muscle qui est le musculus ejaculatorius. De Hammer, parce qu'il l'a appelé ejaculatorius. C'est comme les Romains. Le musculus ejaculatorius, c'est un muscle qui est très important. On va voir sur les échographies comment il fonctionne. Il tire en avant le verumontanum et c'est lui qui va fermer cette fameuse chambre de pressurisation
où le sperme va s'accumuler pour qu'il soit éjaculé. Ce musculus éjaculatorius, vous voyez que c'est les fameux, l'anatomie et les freins et la crête du verimontanum. C'est le fameux musculus éjaculatorius. Vous voyez un schéma, comme a dit professeur, pour l'apprendre, comme a dit professeur Cosini tout à l'heure, il y a une partie trigonaliste au niveau du trigone qui va tirer et il va écraser même, elle va aider à la miction et éviter un peu le reflux. Mais le maximum, c'est au moment de l'éjaculation, on va le voir. Il y a le muscle des canaux éjaculateurs qui entoure les muscles éjaculateurs, les canaux éjaculateurs pour aider à l'expulsion de ce sperme, et le fameux musculus éjaculatorius qui tient vers le bulbe en postérieur. Vous voyez, il descend jusqu'au bulbe. Voilà pardon, je vais enlever le pointeur. La souris de l'autre côté. Ouais. Là, pardon. La souris ne veut pas passer. C'est un schéma qui va montrer l'effet du musculus éjaculatorius. Pardon, je vois. Ah oui. Là, ma bras, ouais, ça fait. Oui. Vous voyez ici. Là, il n'y a pas, ça marche pas le pointeur avec elle. Donc, vous voyez, le fameux muscle, le verimontanum qui va venir, c'est l'érection du verimontanum, c'est un corps qui est érectile, et il va se mettre en avant, et il va expulser le sperme. Et là, la deuxième, c'est une cystoscopie au cours de l'éjaculation. Vous voyez ce verimontanum qui va fermer la vis, qui va fermer l'urètre. Éjaculation avec une cystoscopie en blanc. Cystoscope en blanc, c'est souple, rigide, mais c'est une image. Souple et rigide, je m'en fous. Mais c'est une image. Ah oui. Il y a c'est un prisonnier aussi. Comment il a gardé l'érection? Ah, moi, je ne sais pas comment il a fait. C'est un prisonnier. C'est un prisonnier en Allemagne. Et il a eu en contrepartie une hospitalisation de 15 jours à l'hôpital. Parce que, donc la vidéo, comment elle a été faite. C'était en contrepartie, on va faire cet examen et vous allez rester à l'hôpital pendant 15 jours au lieu de la prison. Donc vous voyez ce que peut faire la liberté et les chairs. Donc, est-ce que, la question qu'on se pose, est-ce que le col de la vessie a un rôle dans l'éjaculation? On parle toujours de l'éjaculation rétrograde. L'éjaculation rétrograde à la suite de la résection. Mais c'est un dogme que personne n'est arrivé à expliquer. Comment le sperme va venir, va taper sur le col, et le col de la vessie, lors de l'éjaculation, il est fermé généralement. Donc, lors de l'éjaculation, il faut que ça se passe tout dans la vessie. Donc, tout le sperme doit être récupéré dans la vessie. Ils ont fait des études, ils ont trouvé que le sperme après une éjaculation n'est pas supérieur s'il y a une éjaculation antégrade ou il n'y a pas d'éjaculation, il n'y a pas de spermatozoïde dans la vessie. C'est très rare. Donc, ce dogme que le liquide va venir et va taper en postérieur et va passer dans la vessie, qui est généralement pleine. Comment il va passer dans une vessie qui est pleine? C'est pas possible. Donc, c'est un non-sens. L'éjaculation rétrograde, c'est un non-sens. Du point de vue anatomique, c'est que le sperme ne va pas venir comme ça de lui-même et descendre. Donc, il y a quelque chose qui va le pousser en avant. Et c'est pas parce qu'il va taper en postérieur, parce qu'on a bien réséqué, qu'il va taper dans la face antérieure et il va revenir dans la vessie. Donc, théoriquement, c'est pas possible. Donc, c'est un non-sens. Il y a beaucoup d'explications, mais c'est des explications physiques. Je vais vous montrer des explications sur le plan échographique. Donc, on va vous montrer une échographie. Là, c'est l'émission. Il faut bien suivre. Je vais essayer d'agrandir l'image après, mais ça passe rapidement parce que c'est des échographies
Vous voyez très bien que c'est endorectal et en cours d'éjaculation. Non, ce n'est pas des prisonniers, c'est des homosexuels. Donc là, c'est l'explication que j'ai trouvée. Donc vous voyez ici, regardez très bien, au moment de l'éjaculation, vous voyez, c'est les saccades. Vous voyez la chambre qui va se former avec un col de vessie qui est totalement ouvert. Vous avez vu? Donc je vais agrandir la vidéo. Voilà. Là, c'est pas cette image où le col est ouvert, pardon. Il y a le col sur l'autre image. Pardon. Je vais passer la vidéo. Voilà. Ici, il y a la contraction des canaux éjaculateurs et la création de cette fameuse chambre de pressurisation. On va voir après ce qui va se passer sur les autres vidéos. Maintenant, c'est l'expulsion. Il y aura des contractions périmontanales, ce qu'on appelle le kissing du verrue ou le baiser du verrue de la face antérieure et une contraction périurétrale de toute l'ambiance musculaire qui va aider à l'éjaculation. Vous allez voir, pardon, voilà, vous voyez, c'est une contraction, c'est fermé derrière, on va le voir sur la deuxième diapo. Parce que j'ai agrandi voilà le kissing du verrumontanum qui est très important. Il y a l'émission du sperme, la chambre, et voilà, et le verrumontanum qui va venir, je vais vous montrer sur cette image. Vous voyez le verrumontanum qui va venir s'accoler à la face antérieure. Voilà l'image, il faut la suivre rapidement parce que ça passe rapidement. Oui, vous voyez? Vous avez vu le verrumontanum? Alors, je suis là. Vous voyez le verrumontanum qui va venir, le verrumontanum, il va venir et s'accoler à la face antérieure pour faire expulser ce qu'on appelle le baiser du verrumontanum. Donc c'est ça qu'il faut conserver, c'est ce mouvement. Si vous réséquez à 1/2 centimètre là, à ras du verrumontanum, qu'est-ce qui va se passer pour le verrumontanum? Il y aura une fibrose. Même si vous ne fermez pas les canaux éjaculateurs, il y aura une fibrose du verrumontanum qui va se coller et il ne va plus avoir ce mouvement. Voilà une très belle échographie, je crois que c'est la seule qui existe. J'ai beau chercher, mais là, elle est extraordinaire. Vous voyez, le verrumontanum qui vient venir, voilà, elle s'accole en antérieur et il va vider cette chambre de pressurisation. Comment a été expliqué la première fois, en 96, par professeur Laël aussi, cette théorie? Parce qu'elle a été adoptée par son chef de service, et après c'est lui qui a essayé de travailler dessus, et il faisait, on était chez lui au service, il faisait que de la vidéo-urodynamique. Il est contre l'urodynamique simple. Il n'a pas l'idée de l'urodynamique simple. Tous les malades doivent passer en salle de vidéo-urodynamique, et il a démontré que des patients qui présentent une absence totale d'éjaculation, on ne parle pas ni d'éjaculation rétrograde, on parlait toujours d'éjaculation rétrograde, ou d'éjaculation, on ne sait pas, on va voir, après une lymphadénectomie rétropéritonéale classique. On fait une lymphadénectomie rétropéritonéale pour un cancer du testicule, et le sphincter interne, elle est totalement fermée, mais les malades n'avaient aucune éjaculation. Voilà une cause. La deuxième, c'est qu'il avait des malades qui étaient réséqués avec un sphincter totalement béant. Vous voyez sur la vidéo urodynamique, le sphincter est totalement béant et le malade conserve une éjaculation. Donc, le col de la vessie n'a aucun rôle dans l'éjaculation. Et voilà la fameuse échographie dont je vous ai parlé. Si vous voyez bien, il y a ici le col de la vessie. Voilà, le col de la vessie, il est ouvert et l'éjaculation va se faire avec le verrumontanum qui va venir se coller en antérieur et il y aura une éjaculation totale. Donc, avec un col vésical totalement ouvert, ce qui a été démontré en échographie, directement. Un col totalement ouvert avec une éjaculation intégrale.
Et il y a d'autres aspects cliniques qui vont corroborer cette idée, c'est que des malades qui ont des prothèses, endoprothèses, parce que toutes les endoprothèses, il faut les mettre au-dessus du verrou montanant d'1 centimètre. Et ils se sont rendus compte que l'éjaculation antégrade persiste en plus d'un sphincter qui est ouvert en permanence. Donc l'orgasme sec n'est pas un dogme après une chirurgie de l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est-à-dire le malade ne doit pas sortir avec dans la tête qu'il aura un orgasme sec. Il peut garder son éjaculation après une résection, mais il faut bien faire la résection ou n'importe quel autre traitement de l'adénome de la prostate. Donc en conclusion, il n'y a pas d'éjaculation rétrograde, il n'y a que de l'anéjaculation. C'est lorsque un malade en résèque, il n'y aura plus d'éjaculation. C'est pas une éjaculation rétrograde, c'est une anéjaculation et le mécanisme de l'éjaculation, il est erroné. Le sphincter n'est pas pertinent pour l'éjaculation et ces nouveaux aspects physiologiques peuvent nous aider à créer d'autres techniques chirurgicales qu'on va voir rapidement. Et je vais vous montrer une chose dont on a entendu beaucoup parler, c'est la fameuse tamsulosine. Je connais la tamsulosine est le meilleur alpha-bloquant. Pourquoi? Parce qu'il donne d'éjaculation rétrograde. Et ils vous disent parce qu'il ouvre bien le col. C'est ça. Donc moi, quelqu'un qui veut que c'est une éjaculation rétrograde parce qu'il ouvre bien le col. Avant, le premier. J'ai vécu avec cette histoire. L'éjaculation rétrograde parce qu'il ouvre bien le col. C'était pour vendre leurs produits. Il ouvre bien le col, donc il est très très bien. Non, il n'ouvre rien. Il anesthésie le muscle éjaculatorius, le fameux musculus éjaculatorius. Il l'inhibe totalement. Il l'anesthésie parce qu'il est très riche en alpha-récepteurs, ce petit muscle. Donc, ce muscle, il est totalement anesthésié. Surtout la tamsulosine. C'est la silodose. C'est la tamsulosine. Donc, la perte d'éjaculation n'est pas causée par une fermeture insuffisante du sphincter interne, comme a été dit en 2009 déjà, dans un article en 2009. Pour la tamsulosine, le volume de l'éjaculation, il est réduit jusqu'à 90%. Donc l'éjaculation, elle est réduite, c'est pas mais pas aucune élévation des spermatozoïdes dans les urines en post-éjaculation. Donc il n'y a pas d'éjaculation rétrograde, ça n'existe pas. Il y aura une inhibition soit partielle, soit totale de ce muscle. Et on aura une anéjaculation. Et il faut prévenir le malade qu'il y aura une anéjaculation. Parce que j'ai eu 2 ou 3 copains pour lesquels j'ai prescrit de la tamsulosine et ils ont eu des problèmes conjugaux. Parce qu'ils ont eu des anéjaculations à l'âge de 48, 50 ans. Donc, vous voyez, la femme, il va vous dire, puisqu'il n'y a pas de jus, ça passe ailleurs. Adénon. HBP. Donc, la préservation de la fonction éjaculatoire, il faut demander à nos malades. Il ne faut pas dire que le malade, parce que le malade, généralement, on fait la résection. Est-ce que j'aurai une dysfonction érectile? Vous allez lui dire, là, vous aurez une érection, mais vous lui dites rarement qu'il n'y aura pas de sperme. Et il va avoir la mauvaise surprise, le premier rapport après la résection, après l'ablation de la sang. Donc, il faut parler aux malades, il faut leur expliquer que ça peut arriver, et il faut lui dire qu'il y a d'autres techniques. Les statistiques concluent 83% des hommes de 70 à 80 ans déclarent avoir des rapports sexuels réguliers. De la part des malades, parce qu'à 70 ans, 83%, c'est trop. J'ai vu que c'est trop, mais c'est ce qui est sur les articles. Et 74% des patients sont déçus par la perte d'éjaculation post-chirurgicale. Ils ne sont pas mécontents, ils sont déçus. Parce que les mécontents, c'est très très rare. Donc, les techniques chirurgicales doivent être modifiées pour aider à préserver cette éjaculation par la résection partielle de la prostate.
On ne va pas réséquer totalement les deux lobes médiums. La meilleure technique, c'est la résection de lobe médium. Les lobes, ça c'est la meilleure, qui va préserver à coup sûr l'éjaculation. Il faut garder en tête qu'il faut être loin du vérimontanum pour garder sa mobilité. Parce que la mobilité... Hein, la vidéo. 1 centimètre à 1 centimètre et demi. Mobilité du vérimontanum, il doit être conservé. Et jusqu'à 95% des malades préservent leur éjaculation après cette résection partielle. C'est écrit sur plusieurs articles. J'aime pas mettre beaucoup d'articles avec des statistiques parce que ça encombre. Là, c'est des conclusions qui sont vraies. Si vous voulez les vérifier ou les gérer, je peux vous donner ma présentation et il y a des articles à l'intérieur. Donc voilà, une résection. Là, c'est un adénome gentil, vous voyez. Donc on repère notre fameux vérimontanum pour ne pas réséquer de part et d'autre, mais pour l'éviter. Donc on va faire une limitation. Vous voyez, 1 centimètre et demi au-dessus et on va réséquer. N'ayez jamais peur de ne pas réséquer la totalité de la prostate. Parce que par expérience, et tu auras des problèmes. Donc c'est une prostate. Donc c'est la résection sans aller vers le vérimontanum. Si je l'avais réséqué il y a 5 ou 6 ans, j'aurais descendu jusqu'en bas, comme on nous a appris. Il y a beaucoup de vidéos sur la présentation, mais je ne vais pas les passer. Je peux vous les passer sur une clé USB. Donc là, c'est la résection. Ça passe. Pardon? Donc la limite, c'est 1 centimètre au-dessus du vérimontanum. Et lorsqu'il y a même des lobes qui sont descendus, vous allez voir sur des vidéos, il faut essayer de les laisser. Ça ne pose pas de problème pour la reprise de la miction des malades. Et il y a apparition des nouvelles techniques mini-invasives, à savoir l'urolift, le rhizome et l'e-tend, qui vont préserver généralement l'éjaculation, même si eux, ils ouvrent totalement le col. Donc vous voyez, l'urolift, c'est des agrafes qu'on va mettre de part et d'autre sur la prostate. Ils préservent l'éjaculation, la coablation, l'e-tend et le fameux rhizome. C'est des techniques qui sont vendues et parmi leurs avantages, c'est la préservation de l'éjaculation. On va voir des présentations demain, je crois, sur les réseaux. Et parmi les avantages, c'est la préservation de l'éjaculation. Le choix de cette technique dépend premièrement des préférences du patient. Vous lui dites ce qui existe, on m'offre le monde, mais vous lui dites ce que vous avez. La disponibilité des techniques. Si je n'ai que la résection, je vais lui dire que je vais vous faire une résection partielle. Mais si il veut coûte que coûte préserver ça, il peut aller dans des centres où il y a maintenant le rhizome, où là il y a l'urolift, il peut y aller. Et il faut toujours se limiter aux recommandations et aux contre-indications de toutes les techniques. Parce que pas toutes les techniques, on peut les faire pour tous les malades. Donc il faut assurer le malade, il faut le conseiller et lui démontrer que ça existe d'autres choses et ce qu'on a, il est suffisant pour vous. Donc l'évaluation du malade doit être complète sur le plan psychologique. Si un malade n'a pas d'érection, pourquoi vous allez vous acharner sur son éjaculation alors qu'il n'a pas d'érection? Donc évaluation complète de votre malade, un plan de traitement sur mesure, c'est ce qu'on appelle actuellement la médecine personnalisée. Ça existe même pour la prostate. J'ai vu des centres en Allemagne qui font de RCP pour l'adénome de la prostate. RCP pour l'adénome de la prostate, quelle technique, donc vraiment un RCP pour un adénome de la prostate. Espérons que ça va arriver chez nous, au moins pour le cancer de la prostate. Et le suivi doit être personnalisé. Il faut suivre vos malades pour savoir est-ce que vous faites bien ou vous ne faites pas bien. Si vous réséquez le malade, vous ne le reverrez jamais. Donc là, vous ne pouvez pas tirer des conclusions. Donc toujours, il faut mesurer l'efficacité de votre traitement, la satisfaction du patient et de la partenaire. Et il faut s'adapter continuellement. C'est ce qu'on fait actuellement. On s'adapte.
On va s'adapter à faire d'autres techniques. On va voir demain le réseau, et on va voir si ça marche, s'il est bien. On va l'adopter. Et je vous remercie s'il y a des questions. Merci, professeur Serre, pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, c'est Akaraoui. Oui. Hachem, merci pour ton exposé. Moi, je voudrais juste que j'ai vu dans ta communication la nouvelle physiologie de l'érection. Le muscle de l'éjaculation. L'éjaculation, oui. Le muscle dont tu as parlé, le musculus éjaculatorius. Et tu as parlé de l'histoire des alpha-blocolata-psilosine. Donc, il y a une anesthésie de ce muscle. C'est ce que tu as dit. C'est un blocage. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas, et c'est une question également pour la salle, hein, je ne sais pas si personne, pas une anesthésie, quelqu'un peut lui répondre. Est-ce que c'est dans le même cadre de l'anéjaculation chez le diabétique? Parce qu'on reçoit tout le temps les constatations, surtout dans le secteur privé, des diabétiques qui viennent pour anéjaculation. Est-ce que c'est ce muscle-là qui est responsable de cette anéjaculation? Et bien sûr, la question est pour toute la salle. Je n'ai pas cherché normalement pour le diabétique, mais c'est une neuropathie chez le diabétique. C'est exactement. C'est une neuropathie, donc il est inhibé lui-même. Neurologiquement, c'est une neuropathie. C'est une neuropathie, donc il va inhiber ce muscle qui ne va pas être innervé pour qu'il soit stimulé. Très probablement, c'est dans le même cadre d'une neuropathie périphérique. L'anéjaculation chez le diabétique, c'est un problème de neuropathie. C'est neuropathie de l'atmosphère autour des canaux éjaculateurs. Donc le musculus éjaculatorius. Maintenant, il y a le muscle. Il y a le muscle qui est inhibé lui-même. Je crois qu'il y a un nerf qui l'énerve, c'est sûr. Avec ce que tu viens de présenter, c'est que on change complètement le concept. Parce qu'on reçoit de temps en temps des jeunes qui ont un problème de col très serré et malheureusement, ils ont 38, 40 ans, 45 ans et on n'ose pas les réséquer ou leur faire même une incision. On a peur. On a peur de les rendre éjaculateurs rétrogrades et donc stériles. Et je crois que maintenant, on peut faire mais qui va prendre la responsabilité? C'est toi. Oui, non, mais le problème, parce que là, c'est pertinent. Regarde, la semaine dernière, j'ai vu un et il est pratiquement presque très dysurique, à la rétention. Mais quand je lui dis, je vais juste dilater et je vais pas réséquer avec des béniquets au lieu et donner un traitement médical. Parce que le risque, c'est l'éjaculation rétrograde. Maintenant, avec le concept, c'est que le col n'a rien à voir avec... N'a rien à voir avec l'éjaculation. Vous pouvez réséquer le col, sans problème, à 95%. Alors donc, dans ta documentation, dans ta documentation, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2015, il y avait le français qui s'appelait Herma Bézière. Il a amené une IRM ces deux infirmiers couple, et qui ont fait un rapport sexuel sur la table de l'IRM. Et il a amené, d'ailleurs, c'était la salle Bordeaux, si tu te rappelles, Aziz, parce que tout le monde voulait voir c'est quoi le rapport sexuel et c'est quoi l'éjaculation. Et je crois qu'il a parlé de la même chose. C'est que le col, on voyait les images. Les images, c'est très parlant. On voyait le verrumontant, c'est pas l'échographie. C'est l'IRM en T2. On voyait très bien. Et donc, ce que tu viens de dire, il est vrai. Il est vrai, il est bien documenté, il a été publié. Alors, oui, juste un commentaire. Comment c'est très belle ta présentation, on a bien compris la physiologie de l'éjaculation, mais comment tu expliques parfois on trouve la recherche des spermatozoïdes dans les urines et tu as des résultats avec des spermatozoïdes? Ça existe toujours après un rapport sexuel. Tu peux les trouver chez des malades. Mais non, ça a été demandé chez les patients qui ont le problème d'éjaculation soi-disant rétrograde. Et après, on dit qu'il faut alcaliniser les urines pour récupérer. Des fois, on trouve. Non, mais qui te dit que ça vient de la vessie? C'est peut-être au niveau de l'urètre. C'est au niveau de l'urètre. Je voulais juste... parce qu'on a pensé... c'est le nombre de spermatozoïdes en post-éjaculation chez les malades qui ont une anéjaculation. La éjaculation, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence qui peut expliquer que vous allez trouver des millions de spermatozoïdes. On ne trouve pas des millions de spermatozoïdes dans la vessie. Professeur Serre, s'il vous plaît, j'ai une question. Il y a un article qui est sorti en 2023 en progrès en neurologie. Donc finalement, les experts français ne sont pas d'accord sur le seuil, sur 1 cm. Ils ne sont pas d'accord. Il y a certains qui disent 1,5 cm, 2, 3, 4 cm. Ça veut dire vraisemblablement, ça ne fait pas l'unanimité d'opérer à 1,5 cm. L'idéal, c'est de laisser le mur postérieur complet, s'il y a possibilité.
Mais là, ça pose une question par rapport aux résultats. Les résultats vont être. Oui, sur la miction après. Parce que le médecin qui l'a prôné depuis 1996, il l'a présenté FLAMU, il a parlé de 1,5 cm, pas plus, parce que si on est à 4, on est déjà dans le col. On va laisser tout le. Si tu permets, Hachem, cette question de. Donc 1,5 cm, 2, ça dépend. On va qu'il les montanum, les 4 comme là, c'est une expérimentation. Tu vois, lorsque je lui ai demandé, il m'a dit bah, c'est un filine de la limite. Alors tu vois donc les deux cornes de la. Il a avec beaucoup d'expérience. Vous voyez qu'il y a les deux petits trucs comme les cornes de Verimontanum. Il faut éviter de les toucher et de rester au-dessus. En fait, mais c'est 1,5 cm. C'est la limite, Hachem, c'est pas là où tu poses ton lance, parce que c'est un courant qui va diffuser en profondeur. Et là, on se poserait la question sur la différence entre une résection en mono et bipolaire, ce qui devrait changer un petit peu, parce que le courant bipolaire, ça diffuse moins profondément, et donc on peut se permettre de se rapprocher du Verimontanum. Oui, c'est pour ça qu'on dit 1 cm. Non, mais pour là, éviter la division et le muscle. Est-ce que tu es mais d'accord? le Verimontanum, il est très en bas. Est-ce que tu es 1,5 d'accord cm ne va pas fuser généralement. On peut être plus large en bipolaire qu'en monopolaire. Alors là, j'ai demandé à. Parce que la diffusion n'est pas la même. Et il a dit c'est la même chose pour lui, bipolaire, monopolaire. Là. Pour la résection, je veux bien. Pardon, excusez-moi. Pour la résection, je veux bien. Mais maintenant, parce que ça qui fait partie est pratiquement le gold standard, parce que tu dois aller au niveau du bas du lobe pour le décoller. Exactement, parce que tu ne vas pas aller en transe adénomateur pour laisser. Là, Flolep, il y a des communications, je vais vous envoyer. Il est extraordinaire pour la préservation de l'éjaculation. Ils le font au-dessus du Verimontanum. Il va très loin. C'est ça. C'est le mot donné. J'ai assisté avec lui à 5 ou 6 résections au Maroc. Alors, il ne réséquait qu'un cône au niveau de la prostate. Et j'ai suivi avec lui des malades depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont extraordinaires, les malades. Ils ont une miction importante. Comment il explique la physiopathe de cette résection en cône? Le professeur là aussi, comment il me l'a expliqué? C'est comme une pomme. Lorsque tu vas prendre une pomme où tu vas enlever le pulpe elle va se ratatiner, il va se ramasser. C'est ce qui se passe lorsqu'on résèque beaucoup pour le malade. Il va se ratatiner, se ramasser et se fibroser. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il a une grosse prostate, il enlève un cône et la prostate va augmenter de taille et le cône va s'ouvrir tout le temps. Et ça va garder une ouverture pendant 10-15. Alors, moi, c'est pas la tunnelisation, c'est le cône. Un cône comme ça. Il coupe comme ça. C'est ça. C'est un entonnoir, un petit entonnoir. C'est ça. Merci pour ta communication excellente. On a beaucoup appris. Moi j'ai adopté la technique, mais je rejoins ce qu'a dit sur Rondel. Alors, il faut savoir que le courant bipolaire, il fuse sur 0,5 mm. Ça, c'est prouvé. Ça, c'est sur des 0,5 cm ou millimètres? 0,5 mm. En profondeur. En profondeur. Que le courant monopolaire fuse sur 5 mm. Qu'il te faut 7000 volts pour faire la coagulation en courant monopolaire et 960 en courant bipolaire. Ce qui fait la fibrose. Moi, quand j'ai commencé à faire la résection avec la bipolaire, en appliquant ce que tu as dit, j'ai eu de très bons résultats. Par contre, la monopolaire, que tu sois 1 cm, c'est pas suffisant. Ouais. La diffusion du courant en coagulation, elle est très importante. Et d'ailleurs, tous les problèmes d'érection, etc., après la monopolaire ont été décrits largement. Donc, je crois qu'il a très bien tiré le trait sur le fait d'utiliser le courant bipolaire, parce que c'est pas la même chose. Cette technique, je l'ai commencé à la faire avec le bipolaire. Parce qu'il y a 10 ans là que ça. Ma page monopolaire. Donc, mais monopolaire. Certains centres. Il ne faut pas y aller dans ce centre. La question, c'est Saïr, s'il vous plaît. Si on y va dans ce centre, on va sacrifier l'éjaculation. Saïr, l'éjaculation, elle est commandée par quel système? C'est le système sympathique. Le système sympathique. Le système sympathique, il ferme le col. Systématiquement, ça veut dire, est-ce qu'il y a une éjaculation avec un col ouvert? Normalement, le système sympathique il commande l'éjaculation, il va fermer le col. Une éjaculation avec un col normal, oui, il est fermé. Mais après résection, il est ouvert.
Même s'il y a le Avec col sympathique. normal, col Le normal. sympathique ne va pas Il est tout le temps un fermé. col. Là, Le l'éjaculation. col normal est tout le temps fermé au cours de Il est tout le l'éjaculation. temps fermé. Hein. Là, le col Mais je vésical, les échographes. le col vésical, il est tout le temps fermé, le col sphincter, le sphincter. À part si on l'opère. Le col vésical ne rentre pas dans cet état. Hey, Ah, là, les voilà vidéos- qu'il est- les vidéos qu'il a montrées. physiologiquement, il est tout le temps fermé. A dit que c'est une échographie avec un col ouvert. Il a été réséqué, il a été opéré, il avait un autre problème, X, on ne sait pas. Ils ont fait une échographie avec un col ouvert. C'est comme l'autre cas. C'est un malade en post-résection, le chirurgien. Oui, oui, pour démontrer que le col il est ouvert et il y a une éjaculation. Je n'ai pas les circonstances de cette échographie, mais c'est très probablement ça. Des questions? Hein? Non. C'est sa femme. C'est son copain. Encore des questions? Alors, s'il n'y a plus de questions, on remercie tout le monde. Monsieur Hachem, merci beaucoup pour cette Merci, présentation brillante et toute l'audience. Et je passe la parole au président. Le président qui va clôturer la session pour reprendre demain, Inch'Allah.